merci à toutes et à tous de vous être connectés. Il y a encore des gens qui arrivent. On est ce soir en bonne compagnie avec Jean-Baptiste Delrieux. Alors moi, j'ai un plaisir particulier à animer cette session parce que je pense que ce qu'on va se dire ce soir n'a jamais été dit. En tout cas, je ne pense pas dans aucun média, sur aucun canal. Et en fait, la raison d'être de NextGen, c'est d'expliquer des histoires que personne n'a encore investiguées, personne n'a encore creusées. C'est d'être vraiment à l'avant-garde de l'innovation managériale. Non pas parce que c'est une arrogance, mais c'est simplement parce que dans les magazines que l'on peut trouver dans le commerce ou dans les masses médias, les sujets de gouvernance partagée, de gouvernance collaborative ne sont pas encore mainstream, comme on dit. Et l'exemple de Jean-Baptiste et de Decathlon, et moi, m'intéresse tout particulièrement, ainsi que toute l'équipe de NextGen, et je pense tous ceux qui sont connectés ce soir, pour une raison assez simple, c'est que Decathlon régulièrement est classé comme l'entreprise préférée des Français. Je pense que les Français ont une filiation particulière au sport. Je pense que le sport, c'est quand même une activité qui permet de se sentir bien dans son corps et donc dans sa tête, que tout ça est cohérent. Et ce qui est très cohérent chez Decathlon, c'est qu'on a tous cette expérience en France et à l'international, puisque Decathlon est un groupe international, éminemment international aujourd'hui. C'est que quand on va chez Decathlon, un peu comme à la Fnac dans un domaine différent, quand on parle à des gens qui sont dans le magasin ou qui sont en ligne quand on chatte, on a affaire à des gens qui sont passionnés de leur activité, passionnés par le sport et qui savent de quoi ils parlent en général, dans leur spécialité. Ça, c'est déjà un différenciant fort. Et puis un autre différenciant, donc ça, c'est le purpose, hein, c'est des gens qui aiment le sport, qui sont au service de gens qui veulent pratiquer le sport avec une visée démocratique. Mais Jean-Baptiste en parlera beaucoup mieux que moi. En tout cas, c'est ma perception de consommateur lambda. Et puis, il y a une deuxième chose très forte chez Decathlon, c'est la gouvernance partagée et en tout cas le fait de walk the talk, donc faire ce que l'on dit et ce qui est perçu en Decathlon dans une organisation qui est responsabilisante et où le bottom-up est très important. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment, et je vous remercie Jean-Baptiste d'avoir accepté mon invitation, être là ce soir et partager sur l'expérience de Decathlon. Alors on va pas dire que c'est fini parce que c'est un chemin qui n'a jamais de fin, l'innovation managériale. De plus, vous Jean-Baptiste, vous êtes très pionnier au sein même de Decathlon, et quand je dis vous, je parle de toutes les personnes qui, dans les entrepôts, puisque vous vous occupez de logistique et d'entrepôts depuis 2008, chez Decathlon, eh bien, il y a des centaines de personnes qui sont engagées dans la transformation qui est la vôtre. Et donc, finalement, au sein de Decathlon, bah, les situations sont très diverses, les expériences managériales sont très diverses. Et moi, j'ai regardé Decathlon à différents endroits dans le bouquin L'entreprise nouvelle génération que les habitués de l'émission connaissent. On parle de Decathlon, mais plutôt sur la partie corporate et innovation. Mais finalement, la partie la plus intéressante de Decathlon, et je vais me taire après ça parce que j'ai beaucoup parlé déjà, ça me semble être les entrepôts de Decathlon, en tout cas pour la France. Ces entrepôts aujourd'hui, d'une manière très similaire à ce que j'ai pu expérimenter pour ma part chez Orange lorsque j'étais en charge de l'innovation produits et services pour le groupe. Vous avez une démarche que moi je qualifie de peau de léopard, en tout cas de pouvoir supporter des champions locaux dans certains entrepôts qui ont la volonté de transformer le management classique pour aller vers des formats très collaboratifs. Je vois que Jean-Pierre Chrétien s'est connecté. Clairement, en Belgique, l'exemple que vous avez donné est intéressant de ce point de vue-là. Je pense que Decathlon a une démarche similaire avec à celle de Partena Professionnel en Belgique, avec
des initiatives qui partent du terrain. Et donc c'est ça l'objet de ce Thrive In, ce soir. Jean-Baptiste, merci beaucoup de votre présence, parmi nous, ce soir, de l'interview également qu'on a pu déjà réaliser en amont de cette émission et qui a été publiée en anglais, cette semaine et qui le sera en français, dans quelques jours, mais j'attendais qu'on ait cette séance ensemble. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez nous expliquer, quelle est votre histoire chez Decathlon et puis, quelle a été votre initiative d'innovation managériale. Et à l'issue de ça, j'aurai quelques questions et puis très rapidement, puisque c'est quand même l'intérêt aussi des Thrive In, je vais donner la parole à tous ceux qui le souhaitent ici, qui sont des praticiens, hein. Je connais énormément de noms de gens connectés qui sont vraiment dans le concret, qui sont dans des aventures managériales extrêmement, attachées, aux équipes opérationnelles et qui auront, je pense, énormément de questions, à vous poser. Jean-Baptiste, c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Eh ben, génial. Donc, je vous passe la parole, pour un petit pitch, et puis, si besoin, je suis là pour la suite et ensuite on ouvrira plus largement. Jean-Baptiste, je vous passe la parole et encore merci. Eh ben, merci Luc. Je voulais déjà démarrer par une pratique qu'on a installée beaucoup dans les organisations, qui est de faire un petit point de météo intérieur sur comment je me sens maintenant. Je voulais partager le fait que je suis enthousiaste de pouvoir échanger avec des personnes qui sont impliquées dans cette démarche de changement des organisations. Voilà, c'est enthousiaste à l'idée de ça, de pouvoir d'avoir l'honneur aussi de partager mon expérience. Et puis un peu stressé parce que il y a du monde et je suis quelqu'un qui aime parfois trop me mettre la pression. Donc là, je sens cette pression qui est un peu présente aussi. Donc voilà, mais concentré aussi, je vais essayer dans ce quart d'heure de surtout expliquer mon histoire personnelle en fait dans cette aventure. Pas rentrer trop dans le détail technique de ce qu'on met sur les entrepôts parce que je pense que ça viendra dans les questions après. Et voilà. Voilà pour... Et on peut se détendre parce qu'ici, tout le monde est bienveillant. Ça, je peux vous le confirmer. Il y a personne qui vient ici avec des pensées particulières. Enfin, tout le monde est très bienveillant. Donc, c'est une caractéristique vraiment très forte de cette communauté. Donc, aucun problème. Voilà. Ok, super. Aucun stress à avoir. Il n'y a aucune raison. Il y a un cadre de sécurité avec de la bienveillance. Ok. Absolument, absolument. Merci. Ce que je peux raconter dans mon histoire, c'est que je pense que j'ai envie de résumer à trois étapes dans mon parcours de directeur d'entrepôt. Juste pour remettre dans le contexte, là, je sors de quasiment 10 ans d'expérience de directeur d'entrepôt logistique chez Decathlon, qui est vraiment ma plus grosse expérience professionnelle. J'ai commencé manager avant dans une équipe dans un entrepôt et j'ai eu une autre expérience, mais très différente auparavant. Voilà, donc c'est vraiment l'expérience significative pour moi et qui m'a changé. Il y a eu 3 étapes. Il y a eu déjà mes 3 premières années qui, de mon point de vue, ont été marquantes parce que j'arrivais déjà, en tant que directeur, j'étais jeune, hein, j'ai commencé à l'âge de 28 ans à reprendre un site dans un contexte en plus assez particulier parce que c'était l'entrepôt un peu, le terme employé chez Decathlon, c'était punaise noire du réseau parce qu'il y avait des difficultés sociales assez importantes sur le site. Et j'ai moi-même vécu un débrayage de 3 jours d'une équipe une semaine après mon arrivée. Donc voilà, c'était costaud. Mise dans l'ambiance. Mon prédécesseur, lui, était vraiment burn-out et m'avait partagé ça pendant toute la semaine de passation. Et j'avais plutôt bien discuté avec lui, j'avais ressenti ça. Je pense que ce qu'il m'a raconté me faisait écho parce que ça touchait, je pense, des zones de fragilité aussi que j'avais chez moi. Et donc, je suis arrivé dans ce contexte. Et j'ai pris d'ailleurs une décision assez rapidement dans ma vie aussi, impactée aussi par des choses, par des choses personnelles, dans ma vie personnelle.
mais qui ont beaucoup, beaucoup contribué à cette aventure, c'est que j'ai décidé de faire une thérapie, tout simplement, à côté de mon travail, parce que je ressentais ce besoin d'aller travailler ces zones de fragilité. Voilà, bon, ces 3 premières années, je les ai vécues, du coup, avec cette pression de bien faire. Comme je le disais, ça reste présent chez moi, et il y avait donc cet enjeu de redresser l'entrepôt, et il y avait un enjeu aussi de relocaliser le site. Donc, c'était vraiment extrêmement intense pendant 3 ans. Je pense que j'ai à ce moment-là été dans un management assez classique, aussi décathlonien, c'est-à-dire avec de la participation, mais en même temps une vraie posture de manager, de contrôler quand même beaucoup de choses, d'être très présent. Voilà, ça passait par faire beaucoup d'heures. Et le travail était vraiment 90% de ma vie pendant ces 3 années. Du coup, il est arrivé qu'au bout des 3 ans, j'étais très, très fatigué. Je pense que j'étais moi-même au bord du burn-out. Là, voilà. Et à ce moment-là, on m'avait proposé de passer sur autre chose, sur un autre site et tout. Et j'ai refusé. Et j'ai pris une décision importante qui était de vouloir rester. Et du coup, d'aborder mon travail déjà sous un angle un peu différent, c'est-à-dire moins dans un objectif court terme de il faut que je prouve que je suis un bon directeur, que mon organisation marche bien, que j'arrive à des résultats, à j'ai envie d'être dans quelque chose de plus long terme, d'une construction, voilà, quelque chose de plus long terme. Et j'ai entamé du coup ces 3 années suivantes avec cet état d'esprit-là. Et ça a déjà changé des choses parce que du coup, j'ai porté un peu plus d'attention au recrutement, j'ai porté un peu plus d'attention à une réflexion aussi de fond qui était finalement comment résoudre des problèmes à leurs racines et non pas reprendre la main sur les sujets quand ça ne fonctionne pas, moi en tant que directeur, mais résoudre les problèmes à leurs racines pour que l'organisation, d'une certaine manière, s'autonomise plus, en fait. J'étais déjà là-dedans. Et en fait, il est arrivé à peu près à la fin de ces 3 ans qu'il y a eu un nouveau directeur général chez Decathlon, avec un nouveau président. Et ce duo-là a lancé l'entreprise libérée chez Decathlon. Voilà. Et on a eu, nous, la chance, en tant que directeur de site, d'avoir une intervention d'un séminaire de Jean-François Zobrist. Et c'est tombé, en fait, cette intervention est tombée dans ces réflexions, et j'ai été vraiment très, très, très intéressé par le discours de Jean-François Zobrist, en me disant, finalement, il apporte une logique qui est différente de la logique dans laquelle j'ai travaillé pendant très longtemps et qui, par rapport à ce que je suis en train de voir de comment fonctionne l'entrepôt, mon entrepôt, une logique qui me paraît avoir finalement plus de sens et qui certainement a plus de bénéfices que la logique dans laquelle j'étais. Donc, je me souviens très bien, je suis sorti de cette intervention, je suis revenu à l'entrepôt, j'ai pris toutes les équipes, j'ai dit on va lancer l'entreprise libérée, plein d'enthousiasme, avec un beau discours, etc. Et donc, j'ai lancé ça un peu dans la transition entre ces 3 années suivantes et les 3 dernières. Il y a eu un effet plutôt intéressant au départ, c'est-à-dire un engouement, OK, ouais, on va avoir plus de liberté, plus d'autonomie, donc il y a un engouement des équipes, mais assez vite, beaucoup de difficultés aussi. Je pense que les principales que j'ai pu identifier, c'est mais finalement, les managers ne savaient plus où se situer déjà. Qu'est-ce qu'on fait nous? Quand est-ce qu'on doit intervenir? Pas intervenir? Voilà, ils étaient un peu perdus. OK, sur la prise d'initiative, les gens avaient compris, mais du coup, on ne savait plus trop qui décidait de quoi. Donc, ça partait un peu dans tous les sens. Il n'y avait plus forcément d'organes de décision. Donc, on avait finalement du mal à être efficace. Et puis, j'ai remarqué aussi, j'ai porté un peu plus d'attention sur ce qui se passait à partir du moment où les managers s'effaçaient un peu plus. Moi, je voyais qu'il y avait pas forcément, ça déclenchait pas forcément un pouvoir partagé, ça déclenchait plutôt un pouvoir qui se recentralisait sur quelques personnes, qui n'étaient pas forcément des personnes qui avaient la maturité nécessaire pour gérer le pouvoir, et qu'on en venait du coup à une autre forme de pouvoir centralisé qui était parfois même, enfin, qui était plus contre-productif que celle que tenaient les managers avant. Donc j'étais vraiment face à cette difficulté. Et je me suis dit, il faut vraiment trouver des solutions par rapport à ça, parce que par contre, j'étais convaincu vraiment de la logique, du sens de fond, donc je n'avais pas envie de lâcher le sujet, quoi. Et là, j'ai commencé à tester des choses moi-même, tout en me renseignant un peu. Depuis le début, je me renseignais beaucoup sur ce qui se faisait dans d'autres organisations. Donc, je me souviens d'avoir testé de mettre en place une structure de décision avec des collaborateurs du terrain, en mode conseil, on appelait ça un conseil. Et puis là, je me souviens d'avoir
essayer de faire en sorte d'installer un peu des méthodes pour que la parole soit un peu plus équitable, donc de faire des tours de parole, parce que je m'étais rendu compte que sinon c'était toujours les mêmes qui parlaient. Enfin, j'ai essayé d'apporter des solutions concrètes à des problèmes concrets. Et je me souviens que j'en suis venu à un moment à me poser des questions sur, mais finalement, c'est quoi une décision partagée sur ce phénomène de prendre la décision qui est vraiment à l'instant où se joue notamment parfois le partage du pouvoir. Et je me disais, mais finalement, c'est pas si facile que ça. Et je me souviens que j'étais en plus intéressé par les systèmes politiques et je voyais un peu tous les méfaits de la décision à la majorité, où il y en a toujours quelques-uns qui l'emportent sur d'autres, qu'il y a des jeux de pouvoir. Enfin, voilà, je voyais un peu tous ces effets néfastes. Et en fait, en recherchant un peu tout ça et en étant un peu toujours dans cette recherche de comment fonctionnent d'autres organisations, je suis tombé sur la gestion par consentement, ce mode de décision. Et quand j'ai lu le processus, je l'ai trouvé assez extraordinaire. Je me suis dit, waouh, c'est le gars qui a inventé ça. Je trouve qu'il est vraiment allé loin dans la réflexion. Et en creusant, je suis tombé sur une organisation qui s'appelle l'Université du Nou, peut-être certains d'entre vous connaissent. Et en fait, j'en étais aussi à un moment où je me disais, il faut que je me fasse accompagner, quoi. En fait, faire ça seul avec un entrepôt en moyenne de 150 personnes, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et donc, je les ai contactés et en fait, ça a matché, quoi. Et à partir de là, il y a eu les 2-3 dernières années qui ont été vraiment axées sur la philosophie de l'Université du Nou. Le terme qu'ils emploient, c'est effectivement gouvernance partagée. C'est pour ça que je parle de gouvernance partagée. Mais la mise en place du coup de la gouvernance partagée avec, je pense, chez il y a un ancrage philosophique qui est fort, qui est le questionnement du pouvoir et comment réhabiliter le pouvoir de manière saine dans une organisation, et avec un ensemble aussi de structures, d'outils et méthodes qui sont inspirés de la sociocratie, de l'holacratie, qui viennent soutenir cette démarche de comment est-ce qu'on distribue le pouvoir, quoi. Voilà, et ça fait du coup, sur l'entrepôt, on a fait ça donc du coup pendant 3 ans, et j'ai toujours informé ma hiérarchie de ce projet-là. J'ai essayé d'intéresser aussi les personnes parce que moi ça me passionnait, donc j'en parlais. Mon manager était intéressé. Il y a toujours eu ce regard normal de mais est-ce que ça marche, est-ce que ça apporte du résultat aussi économique, etc. Et sur la dernière année, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs qui se sont mis au vert, que ce soit tant dans le bien-être au travail que les résultats économiques, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu un échange avec mon patron et on est passé sur du coup une volonté de développer ça sur d'autres sites en France. Et c'est là où moi je suis passé à plein temps sur le sujet. Depuis, c'est très récent, ça fait 1 mois et demi en fait que je suis à plein temps sur ce sujet de gouvernance partagée. Voilà, avec un accompagnement de 6 entrepôts supplémentaires. Tous les entrepôts sont pas passés, sont pas dans le processus, c'est au volontariat. Mais il y a 6 entrepôts qui sont accompagnés maintenant par moi et par l'Université du Nou. Voilà sur ce que je peux dire de mon expérience. Ce que je vais dire, enfin ce que je peux peut-être juste dire aussi, pour moi, c'est au-delà de l'aspect professionnel, c'est une vraie découverte personnelle aussi qui enrichit ma vie en général. Je trouve que ce système, questionner le système, c'est venir questionner un tas de choses, tant chez moi que dans le fonctionnement autour, que dans la... Voilà, à la fois, je trouve que ça touche à des notions de sociologie, de psychologie, voire de physique. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est passionnant parce que c'est multidisciplinaire finalement. Et donc, c'est devenu une forme de passion, quoi. Voilà ce que je peux dire en résumé. Bravo Jean-Baptiste, vous avez été absolument impeccable dans la façon de retranscrire ça avec les tripes et de manière très sincère, et donc ça se sent, et c'est vraiment une expérience extrêmement intéressante. Et puis comme elle en est, comme maintenant vous êtes dans une phase de déploiement, je trouve que c'est intéressant de se parler aujourd'hui particulièrement. Moi, ce qui peut m'intéresser peut-être en amorce des questions qui vont s'ouvrir avec toutes les personnes qui sont connectées ce soir, parce que l'objectif c'est vraiment ça, c'est peut-être de savoir quel a été le facteur clé de succès sur l'entrepôt sur lequel vous avez travaillé, qui a déclenché. Bon, on a bien compris que donc c'est une autre façon de dire l'Université du Nou, a été très important. Je pense que ce sont des gens qui sont aussi des praticiens qui aident des professionnels à profitent ou pas d'ailleurs à aller sur les gouvernances partagées. Donc effectivement, ce sont des gens que j'apprécie énormément également.
et qui sont là depuis longtemps. Moi, je les connaissais bien aussi chez Orange, hein. Ils ont beaucoup œuvré chez Orange avec Fabric aussi, qui est partenaire de cette émission d'ailleurs, et puis Ola Spirit aussi est partenaire de Hum. En fait, tout ceci est un petit monde en fait, mais qui fonctionne très bien en fait. Ce sont des vrais professionnels tous. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le facteur clé de succès? Et puis la deuxième question qui enchaîne avec ça, c'est qu'est-ce qui a fait que d'autres entrepôts sont venus à s'intéresser à cette expérience? Et comment se produit cet effet viral positif au sein du réseau des entrepôts et ce partage d'expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez processé d'une manière ou d'une autre? Ou en tout cas, est-ce que vous organisez des partages réguliers qui permettent finalement à ces bonnes pratiques de se disséminer de manière positive? Et j'imagine à l'initiative des entrepôts, de ce que j'en perçois en tout cas, il n'y a rien qui arrive d'en haut. C'est des choses le bouche à oreille et le témoignage entre pairs est très convaincant. Et c'est ça la meilleure façon probablement de semer les graines du succès. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça? Sur le facteur clé, en fait, je ne sais pas si j'arriverai à en extraire un. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être multifactoriel, et c'est ce qui fait que d'ailleurs que c'est pas évident à mettre en œuvre. C'est qu'il faut un ensemble de paramètres propices à lancer ça. Et c'est là où je sais que l'expérience aussi que je mène au niveau des entrepôts, c'est incertain. Voilà, jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va continuer? Voilà, déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de mon patron de pouvoir faire ça, en fait, de pouvoir mener cette expérience. Je pense que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi un état d'esprit décathlonien propice à ça, c'est-à-dire une entreprise ouverte qui avait envie de se poser des questions et qui lançait la démarche de libération, et qui est c'est aussi présent dans les gènes de l'entreprise. Voilà, je crois qu'aussi, il y a forcément, pour ça que je parlais de mon histoire personnelle, c'est que je pense aussi que le fait que j'ai exploré aussi un tas de choses en profondeur dans ma manière de faire, c'est venu m'ouvrir en fait énormément sur un tas de choses. Parce que je pense qu'il y a vraiment, moi ce que je retiens beaucoup, c'est qu'en fait, il y a il y a vraiment un conditionnement, quoi. Moi, je ressens que j'ai été conditionné dans mon histoire à la hiérarchie, quoi. J'ai été conditionné dans ma famille, j'ai été conditionné à l'école, j'ai été conditionné dans l'entreprise. Bon, et ce que j'ai appris à travers la thérapie, c'est qu'en plus, j'avais tendance à rejouer un tas de relations dans l'espace de l'entreprise. Et voilà. Et donc, déjà, prendre conscience de ça, c'est pas évident parce que moi, je crois que là, vraiment, la thérapie m'a aidé, mais ce n'est pas évident parce que quand on est dans un système, qu'on fonctionne comme ça, on a tendance à plus forcément voir ce qui est amélioré, vous voyez. Donc voilà, il y a ça, il y a eu aussi et le facteur. Et après, après dans la démarche du déploiement à partir du moment où il y a déclenchement d'une volonté et d'une autorisation, il y a moi, je crois que mon expérience, elle m'a appris que vraiment, il faut du temps. Il y a tout un temps de préparation pour pas que ça tombe comme un truc qui n'a pas de sens, en fait. Il faut que ça vienne se coller sur un sens. C'est-à-dire que déjà, justement, il faut être capable de regarder ce qu'on fait avec un regard critique. Voilà, et donc autoriser la critique. OK, est-ce que en fait, notre manière d'interagir est productive? À quel point elle est productive? À quel point elle est contre-productive? Notamment nos réunions, notamment notre organisation en général. Enfin, voilà. Et que tout ça demande un temps de préparation pour ensuite mettre en place des choses, potentiellement des outils, des méthodes qui vont venir se coller sur un sens. Si ça vient se coller sur quelque chose qui n'a pas de sens, il va y avoir forcément des résistances tout à fait légitimes et ça ne va pas marcher, quoi. Et l'accompagnement, effectivement. Vous parliez de l'accompagnement de Hum, de l'Université du Nou. Ouais, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait effectivement un regard neutre extérieur pour accompagner. Je le vois là maintenant, en plus, moi qui suis à l'intérieur et qui essaye d'accompagner à l'intérieur, c'est extrêmement difficile, alors qu'un regard extérieur est nécessaire pour qu'il y ait la bonne distance, pour que ce regard extérieur mette en lumière aussi des choses qu'en interne, on n'arrive pas à mettre en lumière, quoi.
C'est sûr qu'on est un certain nombre à avoir reproduit le management as usual dans nos organisations. On a reproduit ce qu'on savait faire, ce qu'on nous a appris à faire, hein, donc ça, je confirme tout à fait. Après, sur le partage d'expérience au sein des entrepôts Decathlon, comment ça se passe très concrètement? Et puis après, il y a deux Jean-Yves qui posent plein de questions, donc je vais leur passer la parole. Sur le partage d'expérience, c'est-à-dire là maintenant, comment on arrive à faire communiquer les sites ou avant le lancement? Ouais, c'est ça. Comment on est passé, je crois que c'était l'entrepôt de Ferrières, hein, sur lequel vous Ouais. étiez. Oui. Et comment, depuis cet entrepôt de Ferrières, qui était un entrepôt finalement pilote, qui a osé expérimenter, puis qui a été protégé pour le faire, hein, ça, je pense que vous l'avez très bien dit. Moi, j'ai aussi connu ça chez Orange. Il faut être protégé pour pouvoir expérimenter, sinon c'est pas possible. On peut pas y arriver si la direction n'est pas convaincue, ça a aucune chance de fonctionner. Ça, on est clair. Mais après, comment essaimer vers les autres entrepôts et comment ce phénomène de viral positif se met en place? Comment vous échangez finalement entre vous? Bon, on a des réunions en fait planifiées tous les 2 mois entre pairs, donc entre directrices, directeurs de site, où du coup là, on échange forcément sur nos pratiques, où c'était des moments où j'ai pu partager ce que je menais sur mon site et comment c'était mené. Après, je me suis vite rendu compte que le partager comme ça, de manière classique, avec des présentations PowerPoint, ça ne marchait pas du tout. Les gens me disaient, mais c'est quoi ce charabia? On ne comprend pas, j'y vais. Du coup, derrière, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai organisé une journée d'expérimentation sur l'entrepôt de Ferrières, où on a pratiqué une élection sans candidat, une gestion par consentement. On a pratiqué les outils pour que ça parle un peu plus. Et ensuite, j'ai proposé aux entrepôts qu'ils puissent assister à nos réunions. Donc, on a ouvert nos espaces de réunion. Et il y a plusieurs sites qui sont venus sur des journées pour observer les réunions et ensuite avoir un temps de débrief et de questions-réponses. Voilà. Et après, un des éléments déclencheurs, encore une fois, ça a été aussi les indicateurs de l'entrepôt qui sont passés de plus en plus au vert avec des résultats significatifs qui ont convaincu encore plus les personnes de se lancer là-dedans. C'est une excellente réponse, Jean-Baptiste. Non pas que je l'évalue, je serais bien incapable de le faire, mais je trouve que c'est une très bonne réponse d'expliquer que ce genre de partage, on peut toujours l'expliquer théoriquement, mais tant que les gens n'ont pas pratiqué, c'est ce qu'avec Suzanne Abisher dans NextGen, on s'impose de faire, c'est le walk the talk. C'est vivre l'expérience en fait. On comprend pas vraiment ce qui se passe dans l'organisation et ce que ça change. Et donc ce que vous venez de dire est extrêmement important, c'est faire venir les gens sur site, expérimenter, vivre une expérience et à partir de là comprendre ce que ça déclenche. J'aurais une foultitude d'autres questions, mais l'objectif est vraiment d'être de pouvoir donner la parole à un maximum de participants ce soir. Donc Jean-Yves Guillain, si ouais, avec tu viens plaisir. te mettre en unmute et poser ta question. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ouais, super. Excusez-moi, je vous demande juste, j'ai vu que j'avais branché mon chargeur, mais que d'ailleurs, il ne recharge pas, donc je vous demande juste 5 secondes parce que sinon, je vais couper après. Oui, accordé alors. Et puis après Jean-Yves Guillain, on a Jean-Yves Reynaud. Et après Jean-Yves Reynaud, on aura Jean-Pierre Christians. Merci. Oui, Jean-Baptiste, on s'est préparé. Bonsoir, Jean-Baptiste. Mon interrogation, elle était simple. Je voulais savoir si vous aviez mis en place, en application, les bons préceptes de la gouvernance sociocratique, on va dire, classique, ou si vous avez défini votre propre modèle décisionnel par consentement, élection sans candidat. Voilà. Est-ce que vous avez adapté ou pas on va dire, la théorie sociocratique, ou vous avez appliqué votre propre modèle? Un peu les deux. Mais je pense qu'en fait, on n'a pas, par exemple, on n'a pas signé de constitution, donc que ce soit sociocratique ou holacratique, mais on a quand même vraiment organisé nos réunions, nos processus de réunion, de décision
et l'organisation en rôle, en cercle, sur la base de l'holacratie et de la sociocratie. Ouais. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'à des moments, on essaye aussi de… Vu qu'on est en plus avec des personnes apprenantes, on n'est pas dans le respect strict des processus, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les gens, d'être en mode, par exemple, dans les réunions, d'être entre la facilitation et l'animation, pour que parfois, dans cet aspect animation, on sente un peu là où en sont les gens et que si on est trop brut sur le processus, on va les perdre, en fait. Donc, voilà, on essaye d'être dans cette dimension-là. Ok, merci. Ce qui m'avait marqué en échangeant avec votre équivalent sur l'entrepôt de Wittenheim en Alsace, entrepôt Decathlon, c'était vraiment cette volonté d'agilité et d'itération sur la méthode, de se baser sur les principes fondamentaux qu'on a évoqués, des gouvernances collaboratives, des participatives, mais de ne pas être dogmatique du tout, quoi. Et d'améliorer la méthode au fur et à mesure des itérations. Donc, je trouve ça particulièrement mature pour voir beaucoup d'organisations. Et avec une méfiance même vis-à-vis des méthodes, entre guillemets, qui peuvent avoir certaines rigidités, quoi. Jean-Yves Reynaud. Bonsoir. Oui, pardon. Oui, vas-y, Jean-Baptiste. Non, si je pouvais juste rebondir là-dessus, c'est en fait le problème, moi ce que je perçois, c'est que en fait, les processus de la sociocratie et de l'holacratie, ils ont énormément de sens, mais ils ont été inventés par rapport à un besoin identifié. Et quand on est une organisation qui se transforme, en fait, l'idéal, ce serait que nous, on identifie nos besoins et on invente nos propres processus, mais on n'est pas câblé pour le faire. Donc il faut qu'on joue. En fait, il faut qu'on trouve le juste milieu avec ça, c'est-à-dire à la fois utiliser les processus qui existent, parce que s'ils ont été inventés, c'est qu'ils ont du sens, mais il faut absolument que pour nous, ils viennent répondre à un besoin. Sinon, ouais, voilà. Ouais, d'où l'aspect itératif. Tu apprends à chaque fois. Alors moi, j'ai 4 questions, mais j'en posais qu'une. Et puis, Luc, si tu veux revenir vers moi plus tard, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais savoir quelle était la part, quel rôle avaient joué vos collaborateurs. Vous avez parlé de la direction, vous avez parlé des choses de ces gens-là qui vous ont aidé à faire qu'on le déploie sur d'autres entrepôts, mais j'aimerais savoir quel rôle jouent vos collaborateurs, dans quelle mesure ils ont été importants, dans quelle mesure ils ont peut-être créé de la bascule, justement. En fait, c'est maintenant qu'ils créent la bascule. C'est intéressant parce que dans cette logique de déploiement, là, sur d'autres sites, en fait, la parole… Alors, il y a collaborateurs, parce que je réfléchis, collaborateurs, management intermédiaire ou employé. Bon, le management intermédiaire a été, dès le début, extrêmement important parce que c'est eux qui ont porté le projet, finalement. La transformation culturelle se fait via eux, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu que l'holacratie mettait vraiment de côté les managers, je ne comprends pas bien parce que d'un côté, je trouve que peut-être qu'à un moment, en fait, il est utile de se dire le premier lien, c'est vraiment pas un manager, mais moi, je pense que dans un premier temps, c'est super utile que d'être dans une transformation progressive d'un manager qui est de plus en plus vers leader de cercle, premier lien. Voilà, donc on a vécu ça donc, avec cette transformation de posture des managers. Et après, en fait, ça a ouvert un champ pour les collaborateurs d'expression, d'autonomie, de prise de responsabilité. Et en fait, maintenant, on est vraiment dans une phase où en fait, ils sont en train de tenir de plus en plus le projet. Et dans la phase de duplication sur d'autres entrepôts, les employés de l'entrepôt parlent beaucoup et leur parole devient hyper légitime, quoi, parce qu'en fait, ils peuvent dire, eux, c'est pas un énième projet RH qu'on nous pond comme quoi ça va changer notre vie. C'est non, on vit vraiment un changement, quoi. C'est le pair à pair. PAIR. Exactement. Ouais, ok. C'est ça. Merci. Merci à tous les deux. Jean-Pierre, il faut se… Bonsoir. Oui, voilà, je pense que super. c'est bon. Merci Parfait, beaucoup. merci. Bonsoir tout le monde.
Merci d'abord pour l'échange et pour le partage. Il y avait beaucoup d'authenticité dans le partage et donc ça fait plaisir à voir et on voit tout de suite que la dynamique est une dynamique vraiment voilà, intégrée et vécue profondément dans le parcours. J'avais une question par rapport à l'apprentissage et l'accompagnement, plus spécifiquement. Et donc, ma question par rapport à l'apprentissage et par rapport au développement aussi des compétences et des profils, est-ce que, au-delà de l'accompagnement avec un partenaire externe, est-ce que vous avez développé aussi chez des personnes candidates ou autres des compétences en interne pour assurer le support et l'accompagnement des équipes dans la transformation? Si oui, comment ça s'est passé? Sinon, peut-être pourquoi? Et dans le cas du déploiement auprès d'autres entrepôts, est-ce que vous avez une démarche similaire ou est-ce que vous faites appel, je dirais, à 100% aux partenaires externes par rapport à ce processus? Yes, merci pour la question. Alors, en interne, sur le site dans lequel j'étais directeur, on était dans une phase, quand j'ai quitté le site, de mise en place d'espaces de co-développement pour développer la pratique, par exemple, de facilitation, pour développer la pratique des rôles second lien, notamment, ou des rôles manager premier lien. Voilà, donc on était en train de s'autonomiser sur un peu plus sur l'accompagnement à ce niveau-là, avec des personnes qui avaient développé des compétences pour faciliter ces espaces-là, du coup. Et maintenant, au niveau de l'accompagnement national du coup, des 6 entrepôts, l'objectif qu'on travaille avec l'Université du Nou, c'est qu'on développe nos propres compétences en interne, effectivement, pour accompagner. Donc là, on est dans une période d'acclimatation à la gouvernance partagée via une formation en ligne. Et par exemple, dans cette période-là, il y a donc un espace de formation en ligne, mais il y a aussi des espaces de réunion des personnes qui font la formation en ligne pour qu'elles puissent échanger entre elles. Et à ce niveau-là, on est un groupe de 8 personnes qui accompagnons ces réunions-là. 8 personnes sur le réseau logistique qui connaissent déjà un peu ces pratiques-là et qui du coup, ont cette sensibilité-là et qui vont pendant les groupes et qui accompagnent. Et la cible, c'est que ces personnes-là, à terme, deviennent peut-être des formateurs gouvernance partagée internes à Decathlon. Voilà. Et les candidats. Exactement, c'est ça. Merci. Peut-être avant de passer à la question très spécifique de Nicolas, cher Nicolas, je ne t'oublie pas. Charles-Henri Besser sur le terme de libération qui est équivoque, mais si je peux me permettre juste de répondre là-dessus en 2 mots, c'est libérer. Quand on dit libérer, c'est libérer de la bureaucratie, de la rigidité des grandes structures qui, au fur et à mesure qu'elles grandissent, sont impropres à l'innovation et à la rapidité d'exécution, en fait. C'est une forme de libération, en tout cas. Mais Luc, je te laisse, Charles-Henri, formuler. Luc, je peux intervenir à 1 seconde. J'étais très intéressé par la présentation de l'intervenant de Decathlon. Il se trouve que ma fille est depuis 7 ans dans cette belle entreprise. Et quand je lui pose la question, elle est numéro 2 d'un grand magasin dans le sud de la France, et quand je lui pose la question sur cette notion d'entreprise libérée, eh bien, elle trouve, effectivement, elle le raconte au quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de ma fille depuis ces quelques années. Par contre, le discours qu'on a entendu depuis une dizaine d'années, véhiculé notamment par un de mes grands collègues de l'ESCP, j'ai trouvé, et beaucoup de mes collègues académiques l'ont trouvé insupportable. Et insupportable parce que ça a généré beaucoup d'espoir. Et malheureusement, ces espoirs n'ont pas été confirmés dans la réalité. Alors, j'ai entendu notre intervenant parler de Zobrist. Zobrist, c'est quand même celui qui a dit un jour que les ressources humaines, c'était des parasites. Je le rappelle quand même. Hein. Donc, Zobrist n'est pas… Et dans un livre que je l'ai à côté de moi de Daniel Linhart, qui est sorti en octobre, qui s'appelle « L'insoutenable subordination des salariés », il faut lire les dernières pages de Daniel Linhart, qui est une grande sociologue, sur l'entreprise libérée, et qui parle de Zobrist à une journée où j'étais moi-même présent en 2017 à l'ESCP. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas la notion même d'entreprise libérée, et ce n'est pas ce que tu viens de dire sur
toute la capacité de rendre de l'autonomie, de la liberté, de faire confiance. C'est pas ça qui est en jeu, parce qu'on en parlait déjà avec Hyacinthe de Broglie en 1936, donc c'est pas très nouveau ça. Par contre, ce qui est très important, c'est de donner une vraie espérance à des gens. Et j'ai beaucoup aimé là, le témoignage, parce que sur le terrain, c'est très important. Alors, j'ai signalé dans mon petit commentaire un livre que j'ai trouvé très intéressant, un peu américain. Tu as dû le lire, Humanocratie, et j'ai aidé à la supervision, j'ai supervisé la traduction en français, parce que je pense qu'il y a des messages, et des messages très concrets. Voilà, j'arrête là. Ben, moi, j'ai envie de rebondir parce que je suis. Alors, en plus, j'ai parlé de Jean-François Aubry tout à l'heure. Effectivement, avec le recul maintenant, j'aurais des critiques à faire aussi sur sa manière d'amener le sujet et la posture dans laquelle il l'a fait. Je pense que c'est une démarche qui peut se faire avec sincérité qu'à partir du moment où il y a un vrai travail en profondeur des managers sur leur être personnel, en fait. Absolument. En fait, l'essence de ça, c'est les rapports humains et notamment le fait d'essayer de réduire à son maximum les rapports dominants-dominés qui, en fait, du coup, qui emprisonnent les personnes, que ce soit d'ailleurs les personnes qui sont dans le dominant ou que les personnes qui sont dominées. Voilà, et je crois que la société est construite là-dessus et que c'est ça qu'il faut changer dans le fond. Moi, en fait, là où je partage avec l'Université du Nou, c'est que c'est des militants dans cet aspect-là, et moi, je me sens aussi militant de cet aspect-là parce que, voilà, et tout en ayant conscience que je suis loin d'être parfait là-dedans, mais j'essaye de me développer là-dedans et c'est ça pour moi le sens de fond, quoi. Oui, et je terminerai. Ça veut dire que tu es authentique. C'est l'authenticité qui est clé. Je pense, voilà. Bravo. Hein. Oui, bon, alors après, je pense que chez Jean-François Aubry, il y avait un peu de provocation, mais c'est vrai que quand il disait, quand je l'ai entendu dire, par exemple, avec le recul, bah ouais, moi, je faisais plus de réunions de cadre parce qu'en fait, c'était pour montrer qui est la plus grosse et en fait, ils savent très bien que c'est moi qui est la plus grosse. Bah ouais, je disais, ok, bah du coup, c'est dire qu'en fait, pour moi, le fond, il n'a pas vraiment évolué, quoi. C'est la profondeur, en fait. Je pense que c'est la clé, c'est vraiment la profondeur. La profondeur du fait que c'est pas simple, du fait que c'est essayé, du fait que changer les rapports dominants-dominés, c'est extrêmement compliqué, mais que voilà, comment je peux naviguer là-dedans, tout ça. Enfin, il y a un truc vraiment très dans la profondeur. Ouais. Et c'est là où l'approche de l'Université du Nou, elle m'a parlé parce qu'elle était là-dedans, quoi, dans la profondeur. La libération est un peu trop simpliste à un moment. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'a évoqué Charles-Henri est très important parce que c'est des critiques et puis des approches qui ont été très clivantes sur le sujet des fameux mouvements d'entreprises libérées. Et il y a eu quand même beaucoup de bullshit qui a été véhiculé dans ce sillage-là, donc c'est bien de le redire et de ne pas être dupe de ça. Donc vous pouvez continuer à poser vos questions dans le. Alors avant d'arriver à Nicolas, Christophe, tu veux prendre la parole? Oui, avec plaisir. Du coup, moi, je me posais la question, comment vous avez accompagné ce changement de posture des managers? Parce qu'il y a vraiment une remise en question profonde de leur relation à l'équipe, aux autres, et c'est pas simple. Comment ça s'accompagne et quels ont été les accros ou les obstacles à lever, à surmonter? Merci pour la question. Oui, ça reste pas simple et on est de toute façon, aucun manager, y compris moi, on a finalement, je ne sais même pas s'il y a un objectif à atteindre, parce qu'en fait, je crois que on reste, et ça, je le dis aussi, c'est pour moi, on est dans une organisation qui essaye de développer une forme de gouvernance partagée, mais on reste une organisation hiérarchique dans sa structure juridique même, en fait. Par contre, oui, je pense qu'on a franchi des pas vers une posture plus accompagnante et moins dirigeante dans le sens qui comment dire, empêche l'autonomisation des personnes ou réduit l'autonomisation des personnes. Et comment j'ai essayé de mener ça. Donc déjà, moi,
je parlais de thérapie. Après, dans l'entreprise, chez Decat, il y a eu l'arrivée du coaching, qui est bon, moi, fait lien avec l'aspect thérapeutique. Et du coup, c'est quoi cette posture d'accompagnant? Et j'ai essayé, moi, de me développer là-dedans. Et je pense que pas rien qu'en étant là-dedans avec mes managers, d'un côté, ça les a aussi développés là-dedans. Et ensuite, je les ai invités aussi à aller vers ce type de formation, vers tout ce qui était de l'ordre du questionnement sur soi, où il y avait toute une offre chez Decathlon qui collait à ça. Et il y a eu aussi les séminaires avec l'Université du Nou, où je trouve que eux, ce qu'ils apportent en plus que ce qu'on a chez Decathlon, ils ont des pratiques axées art sensoriel, où on peut sentir aussi de par le corps c'est quoi être leader, c'est quoi être souteneur, c'est quoi la coopération, etc. Je pense aussi à remuer pas mal de choses et a fait évoluer notre manière d'être, quoi. Voilà, moi j'ai senti avec les équipes mon espace en fait de coopération premier, c'était avec l'équipe encadrement en fait au départ. Moi j'ai senti vraiment quelque chose qui changeait dans cette équipe-là, déjà la capacité à se dire les choses, à coopérer, à être à l'écoute et tout. Et je pense que du coup, ça s'est forcément à un moment donné aussi, ça s'est diffusé aussi auprès du reste de l'entrepôt, quoi. Alors, l'atelier sensoriel dont vous parlez, Jean-Baptiste, c'est quelque chose qu'on avait voulu mettre en place pour le Next Gen Enterprise Summit. Et à cause du confinement, on a été empêché de le faire, mais on va le faire avec l'Université du Nou la prochaine fois, c'est sûr. C'est vraiment une expérience qui est très, qui est unique et qu'il faut vivre, effectivement. Une question de Marc. Oui, bonjour. Merci là pour ce témoignage très intéressant. Moi, j'ai une question vraiment très terre à terre. C'est quels sont vos indicateurs de mesure du progrès, l'amélioration de la performance ou l'engagement des collaborateurs? Quels sont vos repères pour mesurer le fait que le fonctionnement de l'entrepôt est meilleur? Alors, on a les indicateurs classique chez Decathlon, parce que cette question me fait penser qu'il y a aussi, je pense, tout un travail qu'on n'avait pas encore fait ou commencé à faire de peut-être retravailler les indicateurs pour être sur des indicateurs qui sont un peu plus parlants. Mais les indicateurs de base chez Decathlon sur les entrepôts, c'est la productivité, le coût, enfin tout ce qui est autour du coût, quoi, hein, comme toute organisation classique. Donc, est-ce qu'on tient le budget? Quel est le niveau de productivité du site? La partie aussi qualité de service, soit dans le délai de livraison des magasins ou la qualité. Et puis, il y a vraiment ce truc très culturel chez Decathlon, qui est l'indicateur de bien-être au travail, qui est beaucoup regardé. Voilà. Et comment il est mesuré par une enquête en fait annuelle, où il y a un questionnaire anonyme qui est envoyé aux collaborateurs avec toute une série de questions sur comment je me sens dans l'entreprise. Et on regarde en fait l'évolution année par année. Et sur cet indicateur-là, ça a été un des éléments marquants sur l'entrepôt, où pour moi, en fait, c'est venu un peu, comment dire, cet indicateur parlait vraiment de quelque chose qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont oui tout à fait, oui plutôt, non plutôt pas et non pas du tout. Le problème, c'est que tout indicateur, moi j'ai vu aussi que par le temps, tout dépend comment c'est regardé, c'est aussi complexe, etc. Et donc, je pense qu'il faut rentrer finement pour essayer d'en tirer quelque chose. Moi, là où j'en ai tiré quelque chose, c'est qu'on a eu une vraie évolution dans les oui tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'entends les oui tout à fait comme vraiment quelque chose qui est de l'ordre de au-delà de bon, bah ouais, ça me va d'aller à l'entrepôt tous les matins parce que bon, il y a une bonne ambiance, donc c'est OK pour moi. Ah oui, qui va être le oui plutôt, ou oui tout à fait, que moi j'entends plutôt comme vraiment, j'ai envie d'aller à l'entrepôt parce que vraiment je m'y plais, et au-delà de la bonne ambiance, c'est aussi parce que j'y fais quelque chose qui me plaît. Et on a eu une vraie progression de 30%, on va dire environ, de oui tout à fait, à 60%. Donc ça a doublé en fait en l'espace de 4 ans, et avec quelque chose de très progressif d'une année sur l'autre. Donc moi, je le voyais concrètement qu'il y avait des personnes qui basculaient vers une forme d'engagement et de plaisir qui était différent d'avant, quoi. Voilà. Merci.
Super. L'émission touche à sa fin, donc si vous avez encore une question, préparez-la. Je vais passer la parole à Nicolas, qui ronge son frein depuis tout à l'heure. Nicolas, si tu parles, on ne t'entend pas. Il faut que tu enlèves le… Oui, hello à tous. Bonjour à tous. Ouais, super, c'est bon. Merci Luc. Oui, c'était assez passionnant ce témoignage, et puis en plus d'avoir un côté très, très humain, très chaleureux, parce qu'on a tous des up and downs, donc des baisses de motivation ou des difficultés dans l'environnement du travail. Alors moi, j'ai une question plus particulière. Je travaille dans les robots, vous en voyez peut-être derrière moi. Et j'avais une question sur le projet Decabot qui est en cours chez Decathlon, qui est assez fascinant. Et je me demandais comment cette holacratie pouvait faire en sorte que la cohabitation avec les robots se passe bien ou mieux, puisque effectivement les robots envahissent les entrepôts en ce moment. Alors, j'ai une Il y a eu un impact. clarification. Decabot, c'est du coup, c'est de tout ce qui est projet d'automatisation des sites logistiques, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est chez tes collègues de Lille pour l'instant, mais je pense que ça va essaimer. Moi, c'est quelque chose qui me questionne, hein, l'automatisation du travail. On parlait de livres de sociologues tout à l'heure. Moi, j'écoute aussi des philosophes qui alertent de danger de ça. C'est vrai que moi, ça m'alerte aussi parfois. Moi, à mon sens, l'automatisation, si elle est là pour aider les personnes et si les personnes en fait ont possibilité de garder encore une fois une autonomie, une liberté pour utiliser leur intelligence dans le travail et pour prendre des décisions, pour être acteur de ce qui se passe, c'est bien. Là où parfois je suis en alerte, c'est si l'automatisation vient vraiment décider à la place des gens, quoi. Et pour moi, c'est une vraie question au-delà de Decathlon qui est sociétale, qui est sociétale, quoi. Donc je suis pas impliqué énormément dans les projets d'automatisation. Je suis pas dans les organes qui décident de ça, mais je sais que c'est en train d'arriver sur les entrepôts. Et voilà, donc pour l'instant, je ne suis pas en travail là-dessus, mais à mon avis, ça va effectivement arriver à un moment. Et je sais qu'il y a des équipes qui sont un peu inquiètes par rapport à ça, quoi. Donc, faudra… Ouais, il y a un vrai enjeu avec ça, de comment on fait pour que les gens ne perdent pas en autonomie de décision. Pour moi, ça doit être un critère qui doit être essentiel. Et j'espère que ça le sera. Merci pour ton feedback. Merci Nicolas, merci Jean-Baptiste. C'est passé à la vitesse de la lumière cette séance. Je pense que tout le monde pourra confirmer l'authenticité de ton témoignage, ta sincérité profonde. Je pense que c'est un terme qui est revenu sur beaucoup de lèvres ce soir. J'ai personnellement énormément apprécié cet échange. Je tiens à te remercier. Tu n'es pas habitué de le faire et ça a d'autant plus de valeur à nos yeux. Très sincèrement, merci pour tout ça. J'en profite pour vous annoncer les futurs épisodes de NextGen Net. Donc la semaine prochaine, alors c'est pas la semaine prochaine, c'est le 2 mars. J'ai vu que Jeff Koons s'est connecté. Il est parmi nous, donc c'est l'auteur à succès, probablement avec James Priest, un des meilleurs experts de la sociocratie 3.0 au niveau mondial. C'est moi qui parle, mais je ne pense pas trop me tromper en disant ça. Je pense que c'est de notoriété, en tout cas Jeff Koons, qui est le co-founder de Eileen et qui enseigne sur l'agilité, qui est coach et un grand expert de socio 3.0, nous parlera de ce framework Sociocratie 3.0 et au-delà, c'est pas un framework, en tout cas James Priest dans l'interview que j'avais fait de lui disait que c'était pas un framework mais plutôt une boîte à outils avec pas mal de choses qui permettent de fabriquer soi-même la méthode qui est adaptée à une organisation. Donc je pense que ce sera une séance de grande qualité aussi, donc le 2 mars de 5 à 6 comme d'habitude. Je vous invite vraiment à y être parce que Jeff est quelqu'un de brillant. Et puis, on enchaînera le 16 mars
avec toujours la socio, mais cette fois-ci un comparatif entre la sociocratie, donc plus tellement 3.0 d'ailleurs, plutôt sociocratie au sens large, et l'holacratie. Donc on aura Sheila Mearson qui est basée aux États-Unis, et Anna McGart qui est également là-bas, et qui sont l'une et l'autre expertes de sociocratie et d'holacratie, et on fera les différences fondamentales de ces frameworks, et dans quel contexte il est plus adapté d'utiliser l'un ou l'autre, et donc connaître les différences. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur la socio, il y a beaucoup de choses sur l'holacratie. Il y a peu d'explications concrètes et extrêmement précises des différences. Ces deux expertes vont aller vraiment sur le sujet précisément et répondront à vos questions. Ces deux sessions, donc du 2 mars et du 18 mars, seront en anglais, contrairement à celle de ce soir qui était en français. Et on va continuer à alterner comme ça, et Suzanne nous rejoindra à cette occasion. Jean-Baptiste, tout le succès que tu mérites, je me permets le tutoiement en fin de session, pour la suite de ces aventures de gouvernance partagée, qui font beaucoup de bien, je pense, aux gens qui travaillent avec toi et à tous ceux qui travaillent dans les entrepôts de Decathlon, et qui créent un engagement très fort. Merci encore pour l'authenticité de ton témoignage.